bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Changement complet de lieu et d'ambiance le samedi 3 août. Rendez-vous de l'autre côté de la région parisienne, au Golfe National de Guyancourt, pour la 3e manche des épreuves masculines de cette discipline. Cette expérience sera complètement nouvelle pour moi, qui ne connais que peu de choses de ce sport en dehors des jeux Mario Golf. Il n'y a pas à dire, de tous les sports olympiques, c'est de loin le plus exigeant pour les spectateurs, qui doivent suivre les golfeurs trou après trou au cours de la journée. 1 km à pied, ça use, ça use. Cette sortie me permettra d'apercevoir quelques coups spectaculaires, par exemple celui-ci, où l'effet mis dans la balle est tellement important qu'elle revient en arrière après avoir parcouru plus de 200 mètres à haute vitesse dans les airs. De découvrir quelques déguisements farfelus de supporters venus des 4 coins du monde, mais aussi de m'approcher de certains des golfeurs les plus renommés au monde, tels que l'Irlandais Rory McIlroy, ou encore de mesurer, une fois de plus, la popularité des représentants français, comme ici, Victor Pérez. Le dimanche 4 août, mon programme m'amène sur l'un des lieux les plus importants de l'histoire de l'olympisme en France. Le stade Yves du Manoir de Colombes, centre névralgique des derniers Jeux Olympiques organisés à Paris, un siècle avant ceux de 2024, qui fut à cette époque le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture, et qui accueille, cette fois-ci, les épreuves de hockey sur gazon. Enfin, sur synthétique plutôt, vu le revêtement utilisé. Les Jeux sont une occasion fabuleuse d'assister à ce genre de sport peu mis en avant le reste du temps, et que je n'aurais jamais songé aller voir autrement. Mon drapeau bleu-blanc-rouge est resté à la maison aujourd'hui, car ce sont les quarts de finale masculins, et nos bleus sont malheureusement sortis dès le premier tour. La première rencontre oppose les Pays-Bas à l'Australie. Le match est très plaisant à suivre, le sport possède bien plus de points communs avec le football qu'on ne pourrait le croire, à l'exception de sa popularité évidemment. Ici, les Néerlandais inscrivent un joli but suite à un penalty corner. Ils s'imposeront 2-0 à l'issue du match. Dans la deuxième rencontre, l'Allemagne fait face à l'Argentine. Bien que la rencontre soit équilibrée, l'Allemagne garde une courte avance pendant la plus grande partie du match. Mais, alors qu'il reste moins de 10 secondes à jouer et que le score est de 3-2, l'Argentine possède une occasion inespérée d'égaliser sur penalty corner. Fin du match. Grâce à ce double sauvetage héroïque du gardien de but, l'Allemagne préserve son avantage et se qualifie pour les demi-finales. Les deux vainqueurs du jour se retrouveront d'ailleurs en finale, où les Oranges décrocheront le métal le plus précieux. Le jour suivant m'emmène sur les traces du super-héros de ces Jeux, Léon Marchand. Mais pas pour de la natation. Les épreuves de ce sport sont terminées. Le bassin qui a vu ses multiples exploits accueille désormais le water-polo. Comme partout où je suis passé, les supporters répondent présents. Ce ne sont pas ces fiers Italiens qui vous affirmeront le contraire. Honnêtement, ce sport n'est pas celui qui m'a le plus emballé. J'ai trouvé les actions assez répétitives et prévisibles. De plus, pour moi qui mesure 2 mètres, les tribunes de la Défense Arena sont un enfer. Voyez plutôt. Une fois les rencontres achevées,
je rentre chez moi. Mais la journée, elle, est loin d'être finie. À peine arrivé, il faut déjà repartir. Direction le Stade de France, pour une grande soirée d'athlétisme. Avant que les épreuves ne commencent, certains des vainqueurs de la veille sont honorés, parmi lesquels l'Ukrainienne Yaroslava Mauchik, médaillée d'or en saut en hauteur, ou ici, le Canadien Ethan Katzberg, premier au concours du lancer du marteau. Maintenant, place aux compétitions. Outre les éliminatoires du 200 mètres et du 3000 mètres steeple, plusieurs finales sont prévues. Celle du 800 mètres femmes, du 5000 mètres femmes, remportée par la Kenyane Beatrice Chebet, du lancer du disque féminin, avec notre porte-drapeau Mélina Robert-Michon, qui finira malheureusement 12e sur 12 pour ses 7e Jeux Olympiques. Mais le grand événement de la soirée est la finale du saut à la perche masculin, avec la superstar de la discipline. Double champion du monde, champion olympique en titre, les Mondo Duplantis, 8 records du monde à son actif, est acclamé par l'ensemble du stade, plus encore que les athlètes français. Avant même le début du concours, personne ne doute du fait qu'il décrochera la médaille d'or. La vraie question est ailleurs. Assisterons-nous à son 9e record du monde ce soir, en finale des Jeux Olympiques ? Comme prévu, le titre olympique est une simple formalité, le Suédois passant toutes les barres du premier coup, pendant que ses adversaires tombent les uns après les autres. Ensuite, le record olympique, jusque-là de 6,03 m, est assuré en effaçant une barre à 6,10 m, du premier coup évidemment. L'étape suivante est évidente, 6,25 m, 1 cm de plus que le record du monde. Le stade retient son souffle. Raté, c'est pas grave, la deuxième chance arrive. Et non, plus qu'une tentative. Après tout le monde a ses limites. Mais Mondo Duplantis n'est pas Monsieur Tout le Monde. Dans un stade en ébullition, Mondo Duplantis franchit la barre à 6,25 m sur sa dernière tentative. Record du monde, qui ne tiendra d'ailleurs pas très longtemps, puisque 20 jours plus tard, une barre à 6,26 m est franchie en Pologne par l'inévitable Duplantis. Dans le prochain épisode, la fin de ces Jeux Olympiques. Et oui, déjà...